Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette Expert Room de Think 2022, un événement organisé par les rédactions de Newstank Éducation et Recherche et son site ouvert Campus Matin. Ce cycle de conférences et de débats qui est organisé en présentiel et en distanciel cette année vous est proposé grâce à nos partenaires et je remercie tout particulièrement pour ce webinaire la EdTech belge WooClap. Je suis Marine Dessau, je suis responsable éditoriale de Campus Matin et pour l'heure et quart à venir, je m'attacherai avec nos intervenants à répondre à la question « Quel modèle pédagogique pour l'enseignement supérieur en 2027 ?» Isabelle Cormati, ma collègue journaliste à Campus Matin, m'accompagne avec vous pour relever vos questions et interagir avec vous dans le chat. Bonjour Isabelle. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas donc à utiliser l'onglet chat pour poser vos questions, partager vos réflexions et à liker aussi les questions qui vous intéressent le plus et je me chargerai de les relayer auprès de nos 4 intervenants du jour. C'est ça, n'hésitez pas. Merci Isabelle. Alors aujourd'hui, nous allons croiser les regards pour imaginer les évolutions technologiques pour la pédagogie dans 5 ans. Pour cela, nous comptons parmi nous Philippe Malbos, qui est vice-président stratégie numérique et système d'information à l'université Claude Bernard Lyon 1. Bonjour Philippe. Bonjour. Christine Nalchadjan, directrice éducation et recherche chez Microsoft. Bonjour Christine. Bonjour. Tamim Elbacha, qui est directeur apprentissage et développement de la qualité chez Audencia. Bonjour. Et Fabien Morin, qui est directeur des ventes chez WooClap. Bonjour Marine, bonjour à toutes et à tous. En 2 mots, Fabien, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous expliquer en quoi consistent vos outils ? Oui, bien sûr. WooClap, en 2 mots, on développe une suite d'outils pédagogiques qui permettent aux étudiants d'apprendre plus efficacement. On fait ça avec 2 plateformes. La première qui s'appelle WooClap, qui est une plateforme qui permet aux enseignants de poser des questions interactives à leurs étudiants, des QCM, des sondages, des nuages de mots, des textes à trous, auxquels les étudiants vont répondre avec leur smartphone ou avec leur ordinateur dans des cours en présentiel ou à distance. L'objectif de cette plateforme, c'est de rendre les cours plus interactifs, d'impliquer les étudiants pour leur permettre de mieux mémoriser. Et puis, notre deuxième plateforme qui s'appelle WooFlash, qui est une plateforme qui propose des parcours de révision personnalisés qui vont s'adapter au niveau de performance des étudiants. Et donc, là aussi, dans cet objectif de mémoriser plus efficacement les notions qui sont vues en cours. Merci Fabien, on verra tout ça dans le détail. Je pense que beaucoup de nos participants connaissent déjà ces outils depuis la crise sanitaire. On va commencer par une question rapide pour vous entendre tous un petit peu. Alors, on va bientôt se tourner vers le futur, mais avant, on va revenir un peu sur les 5 dernières années passées. Quelle a été, selon vous, l'évolution majeure dans le modèle pédagogique de l'ESR ? Est-ce que, Tamim, peut-être vous voulez commencer ? Oui, je pense pour nous, côté école de commerce et business school, l'utilisateur, je pense que la crise elle a amené l'utilisation en masse à la fois pour nous, mais à la fois pour les étudiants aussi, des outils numériques d'apprentissage différemment. Donc ça, j'apprends en personne. C'est nouvelle. Aussi, les pratiques des profs, les pratiques de scénarisation pédagogique, la préparation du cours et derrière ça aussi l'évaluation. Toutes ces pratiques, c'était des nouvelles pratiques récemment qu'on a adaptées. Même avec la réouverture du campus, on trouve qu'il y a toujours ces pratiques persistantes et on a appris rapidement à la faculté et la partie DSI et la scénarisation pédagogique, on a appris à faire différemment et ces pratiques, ils ont persisté jusqu'à aujourd'hui, je pense, et on utilise les outils comme WooClap ou comme Microsoft Teams d'une façon très fluide et très habituelle avec nos étudiants. Donc, je pense à la fois l'utilisation, mais derrière ça, la posture et la façon de faire, elle est en train de réinstaller et retravailler différemment, si je compare avant la fameuse crise. Philippe, c'est une vision que vous partagez ? Alors, oui, mais avant de parler de ce que j'appelle le Big Bang de mars 2020 qui nous a plongé dans un nouveau monde et qui, on va le voir tout à l'heure, a transcendé certaines pratiques pédagogiques, au niveau des dispositifs de ces 5 dernières années, je parlerai de la personnalisation des cursus des étudiants. Avec, je pense qu'on abordera la question tout à l'heure sur la question du temps. Et donc, la personnalisation des cursus avec des durées adaptées, des cursus renforcés, des dispositifs de césure
qui permettent aux étudiants qui peuvent être empêchés, aux artistes de haut niveau, aux sportifs de haut niveau, aux étudiants qui veulent aller plus loin, plus rapidement, de pouvoir obtenir des doubles diplômes, et également pour pouvoir, de façon totalement sécurisée, interrompre pendant 6 mois, 12 mois pour un projet de vie, pour un projet à l'étranger, pour voilà, de ces études et les reprendre là où elles s'étaient arrêtées. Et je pense que ça a été une des éléments très importants, en tout cas ce que nous avons vu à l'Université Claude Bernard Lyon 1, où nous accueillons plus de 47 500 étudiants. Et donc ça a permis de décloisonner les cursus. Et aujourd'hui, cette personnalisation des cursus des étudiants nous permet d'envisager d'aller plus loin. Et en particulier, nous travaillons actuellement sur la mise en place de cursus à distance dans l'ensemble des parcours de premier cycle à l'Université Claude Bernard. Merci. Christine, un point de vue extérieur? Enfin, extérieur, oui. Je dirais qu'il y a 3 choses, surtout un effet clairement le plus gros changement a finalement opéré en mars dernier avec le premier confinement. Mais je pense qu'il y a 3 choses importantes. La première, on voit la valeur de la technologie. Peut-être qu'avant, on la voyait, mais on ne savait pas vraiment l'utiliser, ou on avait un peu peur, il y avait une petite appréhension, et puis tout à coup, on n'avait plus le choix. Et du fait qu'on n'avait plus le choix, ça a démontré que c'est possible. Et 2, que ça a montré qu'en fait, tout le monde peut le faire, quelles sont les valeurs, comment on peut finalement en profiter plus que d'en avoir peur. Donc, clairement, la valeur de la technologie, l'usage, clairement, savoir l'utiliser, clairement, ça en fait partie. Ensuite, la personnalisation, oui, je suis d'accord avec Philippe. Vraiment, la personnalisation de l'éducation, on la voit de plus en plus. On le voit aussi dans des différents cursus. Est-ce qu'on apprend que des choses qui sont dans cette école? Est-ce qu'on a accès à plein d'autres informations? Est-ce qu'on peut avoir un double cursus, etc. Et ça ramène à la 3e qui est aussi importante, c'est que finalement, l'accessibilité d'informations de différents cursus, etc., mais aussi l'accessibilité pour certaines personnes qui, eux, n'avaient pas avant l'accès à l'éducation, qui aujourd'hui ont accès à cette éducation, ils voient un espoir naître, et des étudiants qui peut-être ne pouvaient pas aller vivre dans une ville ou dans une autre, et qui aujourd'hui peuvent aussi suivre des cursus en ligne et d'avoir le même diplôme du même niveau, et juste avoir un espoir d'avoir un diplôme et accéder à l'éducation. Je pense que c'est vraiment un bon changement de ce point de vue-là. Fabien, la personnalisation des cursus, ça vous parle? Oui, évidemment, et peut-être pour compléter ce que vous disiez tous, moi je parlerai aussi de l'hybridation des enseignements, qui est quelque chose qui préexistait, mais qui s'est accéléré par la force des choses avec la crise du Covid. Hybridation, mélange de synchrone et d'asynchrone. Cette dimension d'asynchrone qui commence à arriver, les modèles de classe inversée, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais là, on a forcément accéléré sur tout ça dans les 2 dernières années avec le Covid notamment. Mélange de présentiel et de distanciel aussi, de format hybride ensuite qui mélange un petit peu des deux. Et tout ça, c'est des gros changements en termes de modèle pédagogique. C'est des évolutions à la fois pour les étudiants parce que c'est d'autres manières d'apprendre. Les étudiants qui doivent être capables de plus de flexibilité, de plus d'autonomie. Ça leur donne aussi des opportunités. La personnalisation, par exemple, effectivement, c'est aussi une évolution pour les enseignants parce que c'est une autre manière d'enseigner. Tamim parlait de scénarisation, par exemple. Il y a des vrais enjeux en termes de modèles d'enseignement. Et puis ensuite, tout ce qui découle de cette hybridation plus largement. Christine, tu parlais du rôle de la technologie, évidemment. La technologie qui se retrouve au centre et où, par la force des choses, effectivement, on a réussi à montrer l'apport pédagogique que ça pouvait avoir, l'efficacité que ça pouvait avoir. Voilà, ça a été un gros changement et un accélérateur, c'est clair, dans ces 5 dernières années, on a eu quand même un petit événement qui a été le Covid, qui a forcément fait bouger pas mal de choses. Alors, on a déjà esquissé quelques pistes pour l'avenir, mais j'aimerais maintenant me tourner vers les participants. On va vous poser une question. Alors, Isabelle vous partage. Voilà, Isabelle, je te laisse expliquer. Oui, on va vous proposer à tous les participants, pour vous, à quoi ressemblera la pédagogie de demain. Donc, vous pouvez répondre via l'outil WooFlash en cliquant sur le lien dans le chat ou en scannant le QR code qui est affiché sur votre écran. Voilà, ça peut être des adjectifs, ça peut être des nouvelles technologies. Pour vous, comment sera la pédagogie dans
5 ans. D'accord. Alors, flexible, interactive, variée, accrue, de la présence, hybride. Philippe, peut-être, est-ce que vous voulez commencer à réagir à certains des mots? Est-ce qu'il y en a qui vous parlent? Oui, tout à fait. Alors, il y a un mot que je pense qu'il peut faire le lien entre plusieurs, c'est la question de l'inclusion. Et donc, il y a une initiative qui est portée actuellement par l'université Claude Bernard et qui fédère l'ensemble des établissements universitaires du site Lyon-Saint-Étienne, qui a pour objectif donc de faire du numérique un nouveau levier d'inclusion pour l'accès aux formations du supérieur. Donc, c'est un dispositif qui se déploie dans le cadre des démonstrateurs du numérique, qui est une AMI qui a été lancée par le ministère en 2021. Et avec le démonstrateur Include, l'objectif, c'est d'arriver à transcender les barrières qui peuvent être des barrières spatiales, temporelles et cognitives, avec la transformation numérique. Barrière spatiale, tout à l'heure, ça a été évoqué, c'est la question de l'accès au campus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que plus de 40%, il y a une étude qui montre que plus de 40% des étudiants qui sont dans des zones éloignées des métropoles où se situent les campus s'auto-censurent pour l'accès au supérieur. Nous savons aussi maintenant que certains troubles psychocognitifs sont des obstacles à la réussite des étudiants. Donc, je pense en particulier aux troubles psychocognitifs tels que la dyslexie, la dyspraxie, etc., qui sont, et des études le montrent, des sujets concernant la réussite des étudiants, temporels, et permettre, je l'ai dit tout à l'heure, la question de la personnalisation des cursus, c'est-à-dire permettre à des étudiants de pouvoir réussir en 4-5 ans une formation qui, initialement, pouvait être en 3 ans. Et donc, ça, c'est des dispositifs qui nous permettent de cultiver les diversités et d'apporter, et ça, je pense que c'est un des missions de l'université, d'apporter le plus grand nombre d'une classe d'âge, le plus haut niveau dans les études supérieures. En effet, on se dirige vers une pédagogie plus flexible, à la fois dans le temps et dans l'espace. Tamim, est-ce que vous avez des exemples à nous donner là-dessus? Oui, je pense la question des diversités qui était très important aussi. On le regarde dans un autre point, c'est la diversité et l'offrir de nos contenus, de nos classes, de nos formations aux étudiants qui ne sont pas capables de se déplacer en façon internationale, de venir en France aussi. Et ça, c'était un point qui est très fort et maintenant, on voit qu'il est plus en plus développé, plus demandé. Je pense que vous avez parlé de flexibilité. J'ai eu une instance qui est très récente, je pense. Je me permets de partager ça avec vous. Donc, je fais toujours des cours et j'avais un cours où les étudiants, ils ont commencé leur cours en ligne. Ils ont arrivé dans la salle de cours, donc ils ont déconnecté, continué les activités. Et il y a certains qui sont partis avant le fin de cours et ils sont se connectés en route sur le LMS pour continuer leur cours. Et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, on est en train de vivre cette transformation où les étudiants et nous, on est en train de faire preuve de flexibilité pour une modalité d'apprentissage qui est offline-online en permanence et qui est perméable entre les deux. Et je pense la question qui était relevée par Philippe aussi et par les autres, la personnalisation, on le voit plus en plus. Et c'est à la fois demande des étudiants, mais à la fois de nous aussi. Il y a des fois personnalisation pour rattraper le retard ou pour être au niveau avant de rentrer. Il y a des personnalisations pendant le parcours. Et là, on travaille dans différentes façons. Soit on parle avec les étudiants directement, mais on va aussi, je pense, parler assez rapidement langue data un peu plus tard.
et comment le data va nous permettre de ces personnalisations. En effet, il y a aussi des modalités d'espace. Est-ce qu'on se dirige vers un enseignement hybride et dans des tiers-lieux, Fabien? Oui, clairement, sa dimension d'hybridation, elle est importante, c'est cette flexibilité. Je pense qu'on va vers là, et on y est déjà beaucoup avec ce qui s'est passé avec le Covid. Pour moi, c'est d'abord une évolution logique et en fait qui reflète un mouvement plus global, je crois, dans nos sociétés. C'est-à-dire que historiquement, vous vouliez manger un bon plat, vous alliez au restaurant. Aujourd'hui, vous êtes dans votre canapé et puis vous commandez ce plat et il arrive dans votre canapé directement. Vous vouliez un livre, vous alliez à la librairie. Aujourd'hui, vous le commandez depuis votre canapé, il arrive en 24 heures grâce à Amazon, quoi. Donc, il y a une demande de flexibilité qui est un mouvement plus global, je crois, dans la société. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas, on peut en discuter, mais enfin, c'est là. Et c'est quelque chose qui touche et qui va toucher aussi l'acte d'apprendre très clairement. Et ça a des répercussions, et je rejoins tout à fait ce que disait Philippe tout à l'heure sur l'espace et sur le temps. Et pour moi, l'une des évolutions vers lesquelles on va et qu'on voit déjà aujourd'hui, c'est effectivement à la fois l'unité de lieu et l'unité de temps, si je peux dire, de l'enseignement et de l'enseignement supérieur qui disparaît. Sur la question de l'espace, on avait publié il y a un peu plus d'1 an d'ailleurs chez WooClap un livre blanc autour des espaces d'apprentissage. Ce qu'on voyait en échangeant avec un certain nombre d'acteurs dans l'écosystème, c'est que historiquement, comment est-ce que fonctionne l'enseignement supérieur? Je veux apprendre, je viens sur mon campus, je m'assois dans un amphi et puis je suis un cursus qui est globalement assez bien délimité et qui est le même pour tout le monde. Quand on analyse les usages, et en fait, avant même la crise du Covid, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de tiers-lieux et qu'en fait, l'acte d'apprendre, il est beaucoup plus divers que simplement je m'assois dans un amphi. J'apprends évidemment à la maison lorsque je travaille mes cours, mais j'apprends dans un café, j'apprends dans la bibliothèque universitaire, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus des learning centers. Au-delà du marketing de ces lieux, il y a une vraie réalité derrière sur l'évolution du rôle de ce lieu. Et donc, on se rend compte que l'amphi, c'est plus seulement c'est pas le seul endroit où on apprend. Évidemment, avec le Covid, tout ça a accéléré. Et puis sur la question du temps, l'unité de temps qui disparaît également, pareil, quand on analyse les usages, et à nouveau, avant le Covid aussi, on se rend compte qu'il y a plein d'étudiants et de plus en plus qui ont des jobs étudiants à côté, et où en fait, pour eux, c'est pratique de ne pas avoir de cours entre 11h et 14h parce qu'ils vont faire un service dans un restaurant, pas de cours le mercredi après-midi parce qu'ils donnent un cours de maths à des lycéens. Et donc, en fait, il y a cette demande de flexibilité. Il y a un rapport au temps qui est différent aussi. On voit le succès des modèles de micro-learning, d'avoir du contenu qu'on va pouvoir un petit peu consommer à différents moments dans des temps, dans les transports par exemple, qui sont des temps très différents en fait, et où on ne soupçonnait pas forcément il y a quelques années qu'on pouvait apprendre à cet endroit-là et à ce moment-là. Et puis sur la question effectivement des mouvements à l'international aussi, et Tamim a raison en le mentionnant, ça ouvre des opportunités qui sont assez immenses. On peut suivre aujourd'hui un cours à Stanford en étant sans être sur le campus de Stanford et dans des fuseaux horaires différents. Et donc cette flexibilité, elle est assez extraordinaire. Ouais. Et toutes ces nouvelles modalités, toutes ces nouvelles façons d'apprendre, mais aussi ces nouveaux outils, est-ce que ça signifie plus de liberté pour l'enseignant ou plus de contraintes? Philippe ou Tamim, est-ce que l'un de vous deux, en tant qu'enseignant? Alors, moi, je peux, sur la question, je ne sais pas si c'est une question de liberté. Je pense que c'est surtout la question de placer l'enseignant et l'étudiant dans leur posture naturelle. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous travaillons, donc tout à l'heure, je parlais de décloisonner les espaces, nous travaillons sur un concept de formation ancré sur les territoires. Donc, c'est un concept de campus connecté qui implémente la notion de formation parallélisée. C'est-à-dire que les étudiants se retrouvent sur un campus, dans un amphithéâtre, face à un ensemble d'écrans, et ils suivent un cours qui est organisé en parallèle sur la métropole lyonnaise. Et là, la question qui est extrêmement délicate, c'est de pouvoir arriver à placer l'enseignant et l'étudiant dans une posture naturelle. C'est-à-dire que l'enseignant ne se retrouve pas dans une situation où il va paralléliser son enseignement sur plusieurs salles, plusieurs lieux, plusieurs villes, et avoir le sentiment de se retrouver dans un cockpit d'Airbus à être obligé de tout régler, etc., etc. Et puis l'étudiant qui se retrouve sur un campus à distance doit pouvoir, quand il intervient, se retrouver au sein de l'amphithéâtre comme s'il était en métropole, et inversement pour les étudiants qui sont en métropole, d'être
comme s'ils étaient sur des campus connectés. Et donc ça, je pense que les outils maintenant au niveau de la visioconférence, de la gestion de la captation audio et vidéo permettent d'arriver à réaliser ce type d'opération. D'accord, merci Christine. Je vous voyais réagir. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Je pense qu'il y a 3 choses. Alors, clairement, ça remet en réflexion le rôle de l'enseignant et la manière, quelles sont les nouvelles manières d'enseigner. Je pense que c'est même pas la technologie actuelle, c'est vraiment l'arrivée d'Internet, parce qu'autant avant, l'information était, ou la manière d'enseigner était un petit peu plus descendante. Aujourd'hui, on peut tout challenger, les étudiants adorent challenger, aller regarder, rechercher l'information, et pourquoi pas, finalement, c'est l'objectif parfois. Mais au-delà de tout, ce que Tammy m'a expliqué, par exemple, le fait qu'un étudiant, il est connecté, et puis il passe en offline, et puis il reprend par le téléphone, etc., il faut quand même être très ouvert d'esprit en tant qu'enseignant, comme un employeur d'ailleurs, pour accepter et de ne pas se dire mais qu'est-ce qu'il fait derrière le téléphone, on ne voit pas sa vidéo, alors est-ce qu'il m'écoute vraiment? Donc ça devient vraiment une différente façon de réfléchir. Il y a des skills qui sont totalement différents, les compétences qui sont totalement différentes des deux côtés, que ce soit chez l'enseignant ou chez l'étudiant, et ça ramène à une chose qui est quand même très importante, c'est que tout ça, ça nous ramène à une employabilité plus directe, je dirais. Parce que moi, je le vois quand on recrute des étudiants, quand ils arrivent, il y a quand même un temps d'apprentissage où on leur réexplique comment travailler avec les outils, quel est le hybrid work, comment on fait justement ce online-offline. Je travaille d'où je suis, parfois je suis en réunion de ma voiture, où je suis peut-être déconnectée toute la journée, mais je travaille quand même parce que j'ai choisi ce moment, parce que je veux travailler sur quelque chose sans avoir interaction, etc. Ça, c'est notre quotidien. Et ça sera le quotidien de l'étudiant par la suite. Donc, s'ils reprennent maintenant cette manière d'étudier, ça sera beaucoup plus léger et smooth le passage d'une vie étudiante à une vie dans une entreprise, en fait. Donc, clairement, ça les aide. Et puis, finalement, oui, l'apprentissage, c'est ce que vous avez tous dit et ce qu'il disait Fabien, c'est qu'on peut aller écouter les cours de maths dans l'université ou l'école dans laquelle on est actuellement, mais on peut aussi se dire, tiens, je vais aller voir s'il n'y a pas une autre façon de voir les choses et aller suivre des cours de Stanford, MIT, peu importe, même de l'école de Lyon, enfin, peu importe que ce soit en France ou en dehors. Mais l'idée, c'est de se dire, je veux aussi avoir plus d'informations et j'ai ce pouvoir aujourd'hui d'aller chercher cette information et au contraire, limite, parfois, j'ai ce devoir parce que c'est bien d'avoir une palette d'informations pour avoir l'esprit plus clair et faire ses propres choix. Merci Christine. Isabelle, est-ce qu'on a des questions? Oui, nos participants s'interrogent beaucoup sur la flexibilité et Fabien précise « Je me fais l'avocat du diable, est-ce réellement rendre service aux étudiants de tout proposer avec de la flexibilité? Une future vie professionnelle sera aussi faite de contraintes où mettre le curseur ?» Et dans le même ordre d'esprit, il y a Virginie qui nous dit que trop de flexibilité peut nuire aux étudiants qui ont souvent des problèmes de méthodologie et d'organisation du travail. Enfin, où mettre le curseur, peut-être Philippe ou Tamim pour réagir sur ce point. Alors, si je me permets, je pense que c'est une vraie question et qu'est-ce qu'on a touché un petit peu des compétences des enseignants et des étudiants aussi et de apprenants. Ça veut dire, on est par exemple à Audencia, on fait aujourd'hui une semaine apprendre à apprendre avec les étudiants en disant mais comment je gère cette liberté ou cette flexibilité. Et effectivement, c'est un vrai sujet. On ne va pas revenir sur le système éducatif, comment il arrive l'étudiant à l'université ou à l'enseignement supérieur, mais effectivement, et je pense Christine et Philippe, ils ont touché un petit peu sur ça, mais il y a un vrai travail aussi avec nous apprenants, nous étudiants, sur comment gérer cette flexibilité. Et après, de notre côté, comme un prof ou même parcours étudiant, si on pense plus... Si on pense cours et plus autres activités, par exemple pour préparer à la carrière, on a Audencia un career service qui sont très axés sur les compétences. Et donc si on pense ces parcours-là, il faut donner les options claires pour les étudiants, donne les flexibilités, mais elles sont aussi la flexibilité autour de unités de classe en fait dans le cours, mais aussi de parcours. En espérant, c'est un mélange entre monter en compétences côté enseignant et côté aussi apprenant.
et ces mappings ou ces cartographies de parcours et des possibilités. J'espère que ça va arriver au bon équilibre. Alors, peut-être que si je peux me permettre, Marine, je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde flexibilité et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de méthodologie. Il y a clairement une méthodologie, c'est juste une méthodologie qui est différente, en fait. Et clairement, les étudiants ont besoin de cette méthodologie. En revanche, la flexibilité, ça ne veut pas dire faites ce que vous voulez quand vous voulez, ça veut dire apprenez de la manière comme vous voulez, en utilisant les outils ou pas. Parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont dire je préfère être dans une amphi. Et c'est là le côté hybride apprentissage. Je préfère être dans un amphi, je peux y être, j'y serai. Et alors, pourquoi pas? Mais ceux qui souhaitent de ne pas être ou d'être à distance ou ils ont des contraintes, etc., eux aussi, ils ont la possibilité. Donc, la flexibilité, c'est plus dans la manière comment apprendre. En revanche, une fois qu'ils ont choisi une cursus, ils ont choisi une cursus. Donc, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de méthodologie. Et même au contraire, je dirais que ça responsabilise. Chaque étudiant choisit et apprend à sa manière, parce que finalement, ce qu'il va apprendre, la manière comment il va apprendre, ça va avoir un impact sur sa propre vie. Ça aura un impact sur tous les autres également, mais c'est surtout sa vie, sa future vie, son employabilité, etc., qui est remis en cause. Donc, il vaut mieux qu'il soit flexible, qu'il choisisse la manière d'apprendre, mais qu'il ait une méthodologie. Merci. Et au-delà de ces questions, il y a une autre évolution majeure qui se profile, c'est la pédagogie guidée par la data. Fabien, est-ce que vous voulez un peu nous expliquer ce qui est possible, ce qui sera possible aussi peut-être? Oui, alors le champ des possibles, il est infini, mais c'est clairement une évolution à nouveau qu'on voit depuis plusieurs années et qui va se poursuivre dans les 5 années qui arrivent. Assez simplement, on voit donc, on parlait de flexibilité, c'est rendu possible et on a vu que les plateformes numériques ont joué un rôle central évidemment dans ces dernières années et ça va continuer. Utiliser des plateformes numériques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on produit notamment des données et que les étudiants, tout au long de leur parcours, sur les questions de pédagogie, mais pas seulement, vont générer de la donnée. Donc la question qui se pose ensuite, c'est comment est-ce qu'on peut s'en servir à des fins de pédagogie pour que les étudiants réussissent mieux globalement dans leur parcours. Des usages, il y en a plein qui sont possibles. Moi, je vais peut-être vous citer, pour être très concret, ce qu'on peut faire grâce à une plateforme comme WooClap et ce que les enseignants et les étudiants du coup peuvent faire grâce à une plateforme comme WooClap. Donc, vous avez vu un peu comment ça fonctionnait avec le nuage de mots qu'on a fait tout à l'heure. L'enseignant va poser ce type de questions, des QCM, des nuages de mots aux étudiants. Le constat qu'on a fait et qui a guidé la création de cette plateforme, c'est que quand on est enseignant face à un amphi de 50, 100, 200 étudiants, c'est difficile de savoir ce que chacun d'entre eux a retenu, ce que chacun d'entre eux a compris ou pas. Ce qu'on va faire là avec WooClap, c'est qu'on va interroger les étudiants, on va leur demander de tous répondre, parfois de manière anonyme, parfois de manière authentifiée, pour savoir qui a répondu quoi. L'intérêt de ça, c'est qu'on va justement récupérer des données et donc être capable de savoir en tant qu'enseignant, sur mes 200 étudiants, qui a bien répondu ou pas à la question que je viens de poser. Ça permet de faire plein de choses, du coup, de récupérer ces données. En tant qu'enseignant, je pose mon QCM, par exemple, prenons un cas simple, et je me rends compte que 60% des étudiants ont mal répondu. Je le vois en live. Je me dis, OK, je ne vais pas aller à la notion d'après, je vais réexpliquer d'abord cette notion-là pour être sûr que j'ai bien embarqué tout le monde, et puis ensuite, on avancera dans le cours. Donc, ça permet vraiment d'adapter sa pédagogie en temps réel. L'enseignant a aussi des rapports d'analyse ensuite qui va lui permettre d'analyser ce que chaque étudiant a répondu aux différentes questions qui sont posées pendant le cours. Et ça va permettre à nouveau d'aller dans cette logique de personnalisation parce qu'en tant qu'enseignant, je vais me dire, tel étudiant, là je vois que sur telle et telle notion, il a des difficultés. Je vais lui proposer du contenu complémentaire, par exemple, pour aller approfondir la notion. Donc voilà, ça permet vraiment d'adapter la pédagogie et vraiment en s'appuyant sur ces données. Là, je parle d'un exemple en présentiel. Il y a ce terme de présentiel augmenté. Comment est-ce qu'on met de la donnée dans ces cours en présentiel? Et je trouve que c'est un cas d'utilisation de la donnée qui est hyper intéressant. Dans des cours en distanciel, c'est aussi, sinon plus pertinent encore. On l'a vu, quand on donne des cours à distance, on a souvent beaucoup de caméras éteintes. On ne sait pas est-ce que les étudiants suivent ou pas, est-ce qu'ils sont impliqués, est-ce qu'ils comprennent, est-ce qu'ils sont là tout court. À nouveau, créer cette interaction, ces temps d'interaction grâce à un outil comme WooClap, ça va permettre de récupérer de la donnée sur tout ça et ensuite d'être capable d'adapter la pédagogie à la fois au global et puis étudiant par étudiant. Donc voilà, un cas d'usage peut-être de ce qu'on peut faire avec de la donnée en pédagogie. Fabien, est-ce que ça fait partie, Tamim, est-ce que ça fait partie des choses que vous expérimentez à Audencia?
Les différents outils numériques et les différentes façons d'utiliser, c'est la data, comment est-ce que la vous data. l'utilisez? Alors, il y a effectivement, enfin, je pense l'enseignement supérieur, on est en train de monter en compétence rapidement sur les sujets de data. En toute façon, c'est effectivement le cas à Audencia. Donc, la création des data lakes, l'exploitation de données, les data analytics, tous ces sujets-là, ils ont en cours où on travaille aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre cause et effet, si on peut dire comme ça. Parce que cet étudiant, il a fait certains cours avant, il était plus facile pour faire ces résultats. Mais aussi en espérant aussi assez rapidement, on voit plus en plus d'adaptive learning dans les cours et dans les parcours, et je pense que ça sera un angle très important à les années à venir de faire ça. Donc, pendant le parcours, je pense, Philippe l'a mentionné un peu plus tôt, comment on peut aider l'étudiant à solliciter des autres ressources par rapport à leurs besoins. Et troisième chose aussi sur le data à Audencia qu'on travaille aussi aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de demandes de données pour les organismes externes aujourd'hui. Par exemple, France Compétences, il nous exige certains reporting qui est de plus en plus poussé. Pareil pour la CGE, pareil pour les autres accréditations. On n'en parle pas de classement. Donc, tous ces pressions externes, internes, et volontés internes nous conduisent à utiliser beaucoup plus de data. Et on conduit beaucoup des expérimentations, des choses à faire et de concret derrière. Aujourd'hui, à Audencia, il y a pas mal d'exemples qui montrent ça. Philippe, peut-être au-delà des learning analytics, quel rôle de la data contre le décrochage ou pour les soft skills? Alors, je vais répondre en rebondissant à quelques remarques qui ont été faites sur le chat sur la question du bilan après la crise. Alors, je ne sais pas si on est après la crise, je pense qu'il faut l'espérer. Mais je pense qu'il y a la question d'un vécu collectif qui ne doit pas rester au registre du traumatisme. Et donc, nous avons, donc, pendant toute la durée de la crise, réalisé des enquêtes auprès des étudiants. Et ces enquêtes nous ont montré que la question du bien-être des étudiants était essentielle dans leur réussite, dans leur parcours, dans leur vie d'apprenant. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement, donc en complément des projets que nous portons déjà autour des Learning Analytics, sur des outils qui ont pour objectif d'arriver à détecter le décrochage des étudiants, c'est-à-dire qu'on a toute la data qu'on peut imaginer autour de l'apprentissage, autour des traces que vont laisser les étudiants sur les plateformes pédagogiques, au niveau des résultats qu'ils peuvent avoir sur les différents contrôles continus, etc. Mais il y a aussi des datas qui sont importantes, c'est-à-dire que la présence d'un étudiant, la régularité de la présence d'un étudiant sur ces enseignements, ça peut être des éléments qui peuvent informer le responsable de formation, le responsable pédagogique de potentiel décrochage de l'étudiant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut activer certains dispositifs, comme par exemple du micro-learning. Et derrière, et je continue sur le fil de la data, arriver à valider des micro-compétences qui sont à certains endroits des vecteurs de stimulation et de réussite pour les étudiants. C'est-à-dire qu'on peut adapter, tout à l'heure on parlait de flexibilité, adapter en fonction du ressenti de l'étudiant. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, sur certains aspects, eh bien, enclencher des dispositifs très particuliers qui permettent de dilater d'une certaine façon le temps de l'apprentissage et de travailler sur micro-learning, micro-compétences et de permettre de laisser l'étudiant le temps de progresser. Et est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin et pouvoir détecter le mal-être étudiant et ensuite prévenir les services de santé?
Oui, alors là, c'est extrêmement délicat puisque il y a la question des données, donc il y a la question des données médicales, mais nous sommes en train de travailler sur un dispositif où nous avons l'étudiant qui va avoir un ensemble de données sur son parcours qui auront plusieurs vues. Le vu du médecin, qui est dans le service de santé universitaire, qui, quand il a l'étudiant face à lui, c'est un patient, et il voit certaines choses que le référent pédagogique ne verra pas, que le responsable de formation ne verra pas. Le référent pédagogique, il ne verra pas les données du médecin, et qui, par contre, verra la trajectoire de l'étudiant, les potentielles menaces sur un décrochage, etc. Et le responsable de formation, l'enseignant, qui aura également accès à des données qui seront des données qu'il pourra voir lui-même. C'est-à-dire que, en fait, ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel quand on parle d'environnement pédagogique global au niveau de l'étudiant et qu'on imagine l'étudiant dans plusieurs lieux, dans plusieurs dispositions d'apprentissage, il faut arriver à le positionner globalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la donnée qu'il laisse sur les plateforme pédagogique, il n'y a pas que les résultats qu'il obtient dans le cadre de ses contrôles, de ses examens, etc. Il y a aussi toute cette dimension de la vie de l'apprenant qu'il faut prendre en compte. Et cette dimension pose bien sûr la question de la protection des données. Alors pour ça, il y a un cadre juridique européen, le RGPD. Christine, est-ce que vous avez peut-être des conseils auprès des établissements pour savoir comment communiquer là-dessus à destination des étudiants ou pour des personnels, pour expliquer la façon dont leurs données sont protégées? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Clairement, alors, il faut vraiment respecter les règles de RGPD. Je pense surtout par la loi, la majorité des entreprises et des établissements le font. Après, en effet, il y a une question de transparence et comment on l'explique. Je pense qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est tout établissement scolaire ou peu importe, une grande école ou université, ils ont quand même une équipe qui est chargée, une équipe dans la DSI ou même une équipe légale qui est chargée de comprendre et de savoir expliquer. Donc, je pense qu'il faut avoir une totale transparence. Poser des questions, répondre aux questions. Et s'il n'y a pas de questions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas d'inquiétude. Donc, vraiment, il faut être transparent et répondre. Et puis, parfois, on ne sait pas trop comment répondre. Auquel cas, il ne faut pas hésiter de demander aux entreprises qui ont leurs outils sur place, que ce soit WooClap, que ce soit nous ou d'autres entreprises qui ont leurs outils sur place, de venir expliquer également. Je pense que la transparence est vraiment le maître mot dans ces sujets-là, répondre à toutes les questions, expliquer les limites, comprendre jusqu'à où ça va et voir où est la donnée et de s'assurer que ça soit vraiment dans le cadre des RGPD. Après, si je peux juste intervenir sur la question d'avant, je pense que d'un point de vue données, il y a deux façons d'en parler. Il y a d'un qui est l'exploitation de la donnée. C'est ce que vous avez dit. Et je pense que dans l'exploitation de données, aujourd'hui, les étudiants, il faut qu'ils comprennent aussi qu'être data-driven, c'est ce qu'ils disent dans beaucoup d'entreprises américaines, et non seulement. La donnée est importante et elle peut montrer comment faire le bon choix ou alors expliquer ce qu'on fait le bon choix ou pas, ou alors, en tout cas aider à la décision. Donc, le côté data-driven est important pour les étudiants. Il faut qu'ils le comprennent, il faut qu'ils apprennent. Encore une fois, dans l'employabilité, clairement, c'est très important parce que la donnée est importante. Et puis ensuite, l'adaptive learning, oui, on ne peut clairement pas partager les informations qu'on peut récupérer. Néanmoins, imaginez s'il y a, dans l'adaptive learning, s'il y a une façon un outil qui peut comprendre que Christine, elle veut être diplômée dans la littérature, sauf qu'elle est vraiment très mauvaise dans la manière de lire, etc. Et que l'intelligence artificielle derrière va vraiment faire cette analyse et elle va me proposer en disant, vous savez, Christine, vous voulez faire ça, ça serait bien que vous preniez un peu plus de cours de littérature, ça serait bien que vous alliez à ce cours de Tamim qui est sur le sujet du grammaire, ce cours de Philippe qui est sur le sujet de la littérature française et internationale. Je pense que l'adaptive learning est très important pour les établissements pour vraiment bien aiguiller et aider aux étudiants dans leur choix. Parce qu'en effet, l'enseignant ne peut pas tout voir, physique ou pas physique, les cours, peu importe comment ils sont, on ne peut pas tout voir, malheureusement.
En effet. Et sur la question de la RGPD, le pendant aussi de la protection des données, c'est la sécurité des systèmes d'information des établissements. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous voulez rebondir, Philippe ou Tamim? Tamim, allez. Je pense qu'il y a plusieurs choses aussi derrière les RGPD. Je pense avec un autre casquette qu'on fait, par exemple les classements, les reportings qu'on fait aux agences qu'on a parlé aussi. Il y a les données sensibles aux étudiants qu'on est plus en plus on a parlé on est en train de voir si un étudiant, étudiante a fait certains parcours et a fait des choix derrière. Je pense que c'est une responsabilité très forte de notre part de qu'est-ce qu'on va faire avec ces données et on prend ça très sérieux à Audencia que ne pas utiliser ça dans des fins qui sont pas définies. Hein, et d'ailleurs, c'est qu'est-ce que le RGPD dit, c'est qu'il ne faut pas récolter et utiliser les données dans des fins qui n'étaient pas déclarées dès le départ. Et je pense que ça c'est très important. Et après, il y a tout. Je pense tout aujourd'hui, sauf erreur de ma part, et je pense ça c'est Fabien et Christine aussi, ils ont parlé que toute utilisation de ces outils numériques, et il y a un parti qui reste accessible à nous, il y a un parti qui part accessible à l'éditeur. Et ça aussi, c'est un sujet, mais c'est pas juste un sujet c'est un sujet pour la société aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, qu'ils ont accès à ces données, comment les utiliser. Et après, je pense Philippe, il a touché un petit peu, mais si on découvre qu'il y a certaines choses qui causent un mal à l'aise aux étudiants, il faut qu'on alerte, il faut qu'on pousse, mais on n'a pas vocation à faire le médecin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et comment gérer ça? Je pense que ça, c'est des sujets qui vont venir plus en plus. Aujourd'hui, à Audencia, pendant les cours, on est, les profs alertent ou les scolarités alertent en proposant pour les étudiants qu'on perçoit à tort raison qu'ils sont en difficulté, on leur alerte par on envoie un petit mot anonyme un petit peu sans leur montrer qu'ils ont ciblé, en disant il y a certaines ressources disponibles internes et externes, il y a hotline pour les risques, certains risques, il y a des autres. Donc je pense qu'on a beaucoup de responsabilités plus en plus sur les données. À la fois parce qu'on récolte et à la fois parce qu'on stocke et on partage avec des autres acteurs. C'est ça. Merci Tamim. Alors depuis quelques minutes, vous répondez à un sondage. Isabelle, vous pouvez peut-être rappeler pour les personnes qui n'ont pas vu. Oui, sur le même lien que je vous ai envoyé tout à l'heure, on vous propose de donner votre avis et selon vous, dans quel domaine la data peut-elle améliorer l'expérience étudiante? Je vous ai remis le lien du sondage dans le chat. Et pour l'instant, la réponse qui est en tête, c'est un apprentissage personnalisé. Ça vous étonne, Fabien? Non, ça ne m'étonne pas. Ce qui est intéressant, c'est peut-être les autres réponses qui sont peut-être un petit peu en dessous. Et en particulier sur la question du décrochage, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant, que tout ce qu'on peut faire en termes d'analyse de données, justement pour cette question du décrochage. Aujourd'hui, l'une des manières dont les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent être exploités, c'est justement pour créer des modèles prédictifs. Un exemple très simple, si un étudiant fait des erreurs sur le cours, sur les triangles rectangles, alors on peut prédire avec une quasi-certitude qu'il va décrocher au moment du cours sur le théorème de Pythagore. Parce qu'on ne peut pas comprendre le théorème de Pythagore si on ne comprend pas ce que c'est qu'un triangle rectangle. Exemple très très bête, mais aujourd'hui, du coup, avec toutes les données qu'on a, avec toutes les plateformes qu'utilisent les étudiants, on peut faire aujourd'hui des modèles de prédiction qui sont vraiment poussés. L'un des enjeux qu'il y a derrière ça, et Philippe le mentionnait, et on l'entend un peu en filigrane de tout ce qui se dit, c'est comment est-ce qu'on est capable de croiser les différentes sources de données. Ça va être un vrai enjeu des prochaines années. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. On y bosse chez WooClap. Il y a des consortiums d'universités en France, en Europe également, qui travaillent sur cette question-là. Comment est-ce qu'on fait pour agréger des données qui viennent d'un outil comme WooClap, d'une plateforme de visionnage de vidéos pédagogiques, du LMS, des sources externes aussi, d'autres types de données sur la présence des étudiants, par exemple, Philippe le mentionnait, et d'autres données. Comment est-ce qu'on fait pour agréger tout ça et pour faire un modèle global à partir de là qui va permettre du coup de tirer des indications, de prendre les bonnes décisions, comme le disait Christine, d'identifier des indicateurs de décrochage qui permettent ensuite de mettre en place des actions de remédiation.
sur ces sujets, il y a un vrai potentiel aussi. Je trouve intéressant de rebondir là-dessus dans la réponse qui apparaissait là dans le sondage. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, justement, on va se baser sur une donnée précise. Ça ne va pas être « j'ai l'impression que tu ne comprends pas très bien la théorème de Pythagore ». On va dire « ok, on a analysé la donnée, donc en fait, l'utilisation de la donnée, elle est importante à tous les niveaux ». Oui, clairement, effectivement. L'enjeu pour moi, il est d'être capable de comprendre les données qui sont issues de toutes les plateformes en fait, sur lesquelles peut passer l'étudiant. D'accord, merci. Marine, je me permets, il y a beaucoup de questions sur soft skills. Il y a actuellement, à cet instant précis, un webinaire sur skills. N'hésitez surtout pas à le regarder en replay. Alors, ne switchez pas sur l'autre webinaire. Mais c'est très intéressant, justement, sur les compétences et surtout sur les soft skills. Ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Isabelle, est-ce qu'on relève quelques questions, peut-être? Oui, alors Marine, je voulais rebondir là sur la dernière intervention sur le théorème de Pythagore. C'est le mathématicien qui est attiré par l'exemple. En fait, c'est l'occasion pour moi de souligner qu'il y a le sujet de la sécurité des données, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça me semble une question qui est essentielle. Et il faut que je pense que ce soit un vecteur de motivation au niveau des étudiants plutôt qu'un vecteur de mal-être. Nous le voyons aujourd'hui, nous avons des études qui montrent que l'algorithmique qu'il y a derrière des systèmes comme par exemple Parcoursup sont extrêmement stressants pour les élèves lycéens. J'ai eu 11 à mon devoir de physique au 2e semestre en première. Eh bien, je vais me retrouver dans une situation difficile etc., parce que l'algorithme va me calculer, etc., etc., etc. Donc, il faut être, je pense, extrêmement attentif à ce que ces données ne donnent pas le sentiment à l'apprenant qui se retrouve en permanence sous un scanner et qu'il va se retrouver dans 10 ans devant un employeur qui va lui dire « Ah, le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, tu ne l'as pas compris au bon moment, etc. Alors que le théorème de Pythagore, ça doit être compris à l'âge de 16 ans. Tu as attendu l'âge de 18 ans pour bien comprendre le théorème de Pythagore, etc. » Donc ça serait vraiment une menace très sérieuse sur la motivation et le bien-être des étudiants. Je pense qu'il y a un projet à construire pour faire en sorte que ça s'inclut dans un environnement qui positive, qui soutienne toutes les initiatives des étudiants dans le cadre de leur apprentissage et qu'ils n'aient pas l'impression d'être en permanence sous un scanner qui va les tracer et les suivre toute leur vie. C'est ça. Et là, Philippe, il faut demander si l'employeur lui-même a compris le théorème de Pythagore. Je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'y sont pas, et moi, j'en fais partie. Là. Mais l'idée, si je comprends bien, Fabien, c'est que ces données soient anonymisées, donc qu'elles ne suivent pas l'étudiant sur le temps. Il y a plein de manières de faire les choses. Si on veut faire de la personnalisation et aider tel étudiant à progresser sur tel sujet, il faut être capable à un moment de le suivre et de l'identifier. Mais ensuite, je rejoins à 100% Philippe, effectivement, sur tout ce qu'il disait. D'accord. Ok, merci. Alors, on a vu des modalités d'évolution technologique pour la pédagogie, mais pour faire tout ça, il faut construire des outils, ou il faut co-construire des outils, et avec les EdTech. Alors, est-ce qu'on s'oriente vers une plus grande collaboration entre les EdTech et les établissements, Fabien? En tout cas, c'est ce que vous souhaitez? Ouais, est-ce qu'on s'y oriente? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère. Et je parle peut-être ici avec un peu une double casquette, à la fois mon rôle chez WooClap, et je co-anime également un groupe de travail sur l'enseignement supérieur au sein d'EdTech France, qui est l'association qui regroupe aujourd'hui la plupart des entreprises EdTech en France. Et c'est un vœu qui est formulé de manière très forte par l'ensemble de l'écosystème EdTech, qu'au maximum d'être capable de collaborer, de créer des liens entre cet écosystème de l'enseignement supérieur et l'écosystème EdTech. La bonne nouvelle, c'est que cette collaboration, je crois qu'elle fait que s'intensifier. On l'a vu dans le dernier appel à manifestation d'intérêt d'EMOS
en 2021, cette collaboration établissement EdTech, elle était mentionnée dans l'appel à projet et ça faisait partie intégrante de ce projet-là. Et je crois que les projets qui ont été lauréats, il y avait cette dimension qui était vraiment au cœur du projet. C'est une très bonne nouvelle. L'enjeu pour moi, c'est de continuer à aller plus loin et faire en sorte que cette collaboration, ce soit du continu, en fait, vraiment entre les deux écosystèmes, parce que tout le monde y gagne, hein, je pense. Marine, tu mentionnais cette dimension de co-construction. Pour moi, c'est effectivement le bon mot-clé. Nous, c'est comme ça qu'on travaille chez WooClap et c'est vraiment une conviction qu'on a. Nous, on échange toutes les semaines entre notre équipe produit, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques. C'est vraiment un échange, un dialogue qui est continu et tout le monde y est gagnant, quoi. C'est-à-dire que les établissements, ça va permettre de s'assurer qu'on développe des produits qui répondent à leurs contraintes, à leurs enjeux, à leur compréhension, parce qu'ils sont sur le terrain de ce qui se passe du côté des étudiants, des enseignants, du personnel, etc. Ça leur permet aussi de se donner des idées parce qu'ils travaillent avec des entrepreneurs, avec des startups, avec des entreprises qui innovent. Ça permet aussi de rencontrer parce qu'on crée des écosystèmes. Nous, tout au long de l'année, chez WooClap, on organise des ateliers de co-construction où des ingénieurs pédagogiques de plein d'établissements différents qui ne se connaissent pas en général viennent échanger sur une problématique, sur un sujet pédagogique et co-construire des briques des plateformes qu'on développe. Et je crois que c'est hyper enrichissant pour chacun des participants qui viennent. Donc voilà, il y a plein de bénéfices à retirer du côté des établissements. Pour l'EdTech, tout simplement, ça permet de s'assurer qu'on développe quelque chose qui est utile, qui répond à un vrai besoin. Et à nouveau, hein, dans l'écosystème EdTech, cette demande-là, elle est partagée unanimement par tous les entrepreneurs et par toutes les entreprises. On veut développer des choses qui servent, qui répondent aux contraintes des établissements et on ne demande qu'à discuter avec les établissements pour le faire. Et justement, dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, le projet Include, vous collaborez avec des EdTech, Philippe? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre du projet Include, il y a une initiative qui a démarré cette année, en janvier 2022. C'est le Lab Include qui est un lieu de travail, de réflexion sur toutes les problématiques liées à l'inclusion des apprenants. Donc, dans toutes les dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, spatiale, temporelle, cognitive, et avec un lieu de rencontre entre les EdTech, les filières du numérique, et pas seulement, et les équipes pédagogiques et les laboratoires de recherche. C'est-à-dire que l'objectif est, au sein de ce lab Include, de pouvoir mettre en place des ateliers où vont travailler en équipe projet des collègues issus de laboratoires de recherche, donc en particulier pour intégrer toute la dimension, par exemple, psychocognitive, la dimension recherche sur certaines formes d'apprentissage, dans une approche totalement réflexive, avoir une interaction très forte entre EdTech, les équipes pédagogiques, et ainsi pouvoir incuber dans deux directions. Être incubateur donc, au niveau des formations elles-mêmes, c'est-à-dire avoir des projets qui irriguent les formations du supérieur, mais également donner la possibilité à des enseignants, des équipes pédagogiques de pouvoir participer pleinement à des projets au sein de EdTech et pourquoi pas de créer eux-mêmes leur EdTech, c'est-à-dire refaire au niveau donc, de la dimension pédagogique, sur des enjeux pédagogiques, ce qu'on connaît déjà très bien sur nos campus, en particulier dans les universités scientifiques, technologiques et santé, les startups qui peuvent naître de projets de recherche, et bien là, arriver à incuber sur des questions de pédagogie, sur une ligne qui me semble extrêmement riche, l'interaction entre les filières EdTech et les équipes pédagogiques du supérieur. Une interaction, Tamim, que vous connaissez également à Audencia, vous faites beaucoup de retours d'expérience? Oui, on travaille très étroitement avec l'EdTech Grand Ouest, donc on est membre très actif à la fois pour l'expérimentation et à la fois pour faire le feedback. À titre d'exemple, l'année dernière,
oui, enfin l'année dernière, effectivement, on est 2022, on a accueilli un start-up et on a fait des expérimentations. C'était vraiment de phase un peu. Bon, ils ont l'outil, mais c'était pas complètement. Les fonctionnalités n'étaient pas complètement figées. Et donc, il était avec nous dans les cours concrètement. Pour utilisation, pour comprendre l'utilisation d'étudiants, l'enseignement, les fonctionnalités nécessaires. Donc on fait ça avec plaisir. Je pense que c'est très important parce qu'un outil qui est pas très développé selon les fonctionnalités et l'utilisation, c'est dommage parce que c'est beaucoup de travail derrière, beaucoup des investissements de temps et des gens intelligents qui travaillent sur ça. Et après aussi, on a un veille permanent sur les outils et qu'il y a pas mal des outils et on essaye de comprendre quel outil pour quelle situation et à partir de ça, essayer de tester en échelle un peu plus contrôlée avec quelques profs ces utilisations et comment les utiliser pour quelle raison et pour quel but. Je pense que c'est très important toujours de rappeler que les outils sont très intéressants, variables et variés, et ils permettent des possibilités infinies. C'est qu'est-ce qu'on veut derrière, et ça, c'est important pour nous. Donc voilà, à la fois sur l'exploration et voir qu'est-ce qu'il est en train de se développer, à la fois à l'intérieur et à la fois avec les associations comme était Grand Ouest, comme j'ai dit, avec certains événements et qu'on peut faire découvrir ces outils. L'année dernière, c'était avec aussi un Non Digital Week qu'on a fait un petit oui, une petite expérience avec 6 outils qui s'étaient mis à disposition du public pour venir et les tester et le voir dans la formation et l'apprentissage d'une façon plus globale. Donc, c'est les 3 axes qu'on travaille. Et cette multiplicité des outils, ça pose également la question de l'intégration. Fabien, vous êtes invisible, vous vous intégrez très bien, par exemple, dans Moodle, où je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui vous utilisent sans savoir qui vous utilisent. Vous êtes aussi intégré chez Microsoft, bien sûr. Oui, effectivement, ça a été l'un des grands enseignements, je crois, de cette crise du Covid. Comment est-ce qu'on fait pour éviter la multiplication des outils et en sortant du Covid tout particulièrement, il y a eu un petit peu un ras-le-bol des enseignants qui avaient plein d'outils à prendre en main. C'est pas facile, hein. Et donc, il y a ce sujet-là, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelques outils, bien les maîtriser? Et donc, effectivement, en termes d'expérience utilisateur, l'un des grands enseignements à nouveau de cette crise, ça a été de voir comment est-ce qu'on fait pour que ces outils soient intégrés et que l'expérience de l'utilisateur soit la plus fluide à travers toutes ces plateformes. Nous, c'est ce qu'on fait effectivement avec WooClap. WooClap s'intègre dans Moodle, par exemple, et dans la plupart des LMS, des Blackboard, Canvas, par exemple. Et vous avez directement votre activité WooClap qui est dans votre LMS, donc vous n'avez pas à aller d'une plateforme à l'autre. Vous retrouvez WooClap effectivement dans votre plateforme Teams, dans votre plateforme PowerPoint, par exemple. L'idée, c'est vraiment que l'outil soit là où l'enseignant a l'habitude de travailler et qui s'intègre vraiment dans son parcours de travail. L'enjeu de cette intégration, il y a cette dimension d'expérience utilisateur. Et puis, je reviens sur la question des data dont on parlait. C'est aussi un vrai sujet parce que c'est ce qui va permettre d'aller plus loin sur l'exploitation des données. WooClap intégré dans un LMS, par exemple, ça permet de faire remonter les résultats, la manière dont les étudiants répondent aux questions sur WooClap dans le LMS pour ensuite aller les croiser avec d'autres sources de données. Donc, ça a aussi cette vertu-là. Ouais. Ok, merci Christine. Alors, Teams, c'est un outil international, mais vous collaborez aussi beaucoup avec les outils locaux, c'est-à-dire nationaux et européens, avec des EdTech françaises notamment. Oui, alors c'est très important pour nous, puisque l'outil est peut-être international, mais nous, on est en France et on travaille avec les établissements français, donc les besoins sont différents, les envies, la collaboration, l'usage est différent. Donc oui, on travaille beaucoup avec les high-tech françaises. WooClap est un bon exemple également, qui inclut ou intégré dans Teams ou PowerPoint. Pour nous, c'est une façon de travailler, de multiplier l'effort, je dirais. Chacun de notre côté, on peut faire des choses, mais si on est tous ensemble et en effet, plus on rentre tout dans le même outil, plus c'est simple en utilisation. Donc l'idée, c'est vraiment que l'utilisateur ne sente pas vraiment une grande différence, ne sent pas exactement quel outil il utilise et que ça soit très agile dans son utilisation. Après, ce qui est intéressant dans ce qu'il disait aussi Fabien, en effet, il y a beaucoup de différents think tanks, réflexions
groupe de travail, appel à manifestation. Et chacun d'entre nous séparément ne peut pas tout faire. Et donc, être en groupe, être en une collaboration, y compris une collaboration avec les écoles et les établissements, c'est important pour nous. Donc oui, on est très proche de la high-tech française. Beaucoup travaillent avec nous directement. Beaucoup ont intégré leurs outils dans Teams ou vice-versa. Dans Teams ou même dans d'autres. Il y a beaucoup d'entreprises de la high-tech qui utilisent de l'Azure. Voilà. Sachant que nous, on propose également des formations qui sont intégrées dans d'autres high-tech françaises. Donc, c'est important pour nous, clairement. Et tout ça, c'est fait pour l'utilisateur, clairement, pour l'étudiant, finalement. C'est ça. Isabelle, on a plusieurs questions. Oui, il y a plusieurs questions du public qui nous interrogent sur la formation des enseignants, notamment Fabien qui nous précise « Nous formons beaucoup d'étudiants aux soft skills. Ne croyez-vous pas que le modèle pédagogique de 2027 intégrera aussi de telles formations pour les étudiants et les enseignants ?» Et enfin, Nicolas nous précise également que les étudiants doivent être sensibilisés et formés aux enseignements hybrides, mais les enseignants aussi. Comment les établissements forment-ils les enseignants à l'enseignement hybride? Peut-être Tamim, comment vous faites à Audencia, puis Philippe? Alors, Audencia, on est assez rapidement fait ça en intérieur, mais pour vous annoncer une chose qui n'est pas annoncée encore, on a monté aujourd'hui un programme de formation sur 18 mois pour nos profs. Qu'il traite tous les sujets pédagogiques, le leadership et aussi créer l'impact, parce que l'impact c'est un sujet qui est très proche, qui est très cher à Audencia. Et donc, on a une formation aujourd'hui qu'on a montée vraiment en longue durée, professionnel pour à la fois monter en compétences et à la fois confirmer certaines compétences, spécialement qu'est-ce qu'on utilise à Audencia, c'est quoi la signature pédagogique d'Audencia et comment on déploie les cours hybrides. Donc, voilà qu'est-ce que je peux vous dire. Et après, au sein d'Audencia, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup des communautés de pratiques qui partagent les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le peut faire, comment on ne peut pas le faire. On a aussi des REX réguliers. Tous les mois, on organise les REX sur les sujets hybrides et autres sujets aussi pédagogiques. Et on a aussi des points un peu intenses tous les ans sur les programmes. Donc, quand le programme est en train de construire leur maquette, il y a toujours la discussion sur quelle modalité pédagogique sera déployée dans ce programme, spécialement hybride, mais aussi autre. S'il y a, aujourd'hui, c'est quasi, le planning de crise est quasi systématisé. S'il y a un confinement, s'il y a à moitié des classes qui sont pas capables de venir, c'est quoi la modalité? Donc, c'est quasi intégré aujourd'hui. Merci Philippe. Oui, alors sur l'enseignement hybride, deux choses. Donc il y avait à l'université Claude Bernard un accompagnement des équipes pédagogiques sur les dispositifs de classe inversée, d'enseignement hybride, etc. Mais c'était extrêmement confidentiel. Et vous imaginez bien qu'à partir du printemps 2020, tout à l'heure je parlais d'un Big Bang, à partir du printemps 2020, eh bien, nous avons dû intensifier les formations. Donc il y a eu tout un ensemble d'ateliers qui se sont déroulés de façon très intensive pendant toute l'année 2020-2021. Juste pour donner une idée, là, je regardais les statistiques. Pour donner une idée, donc nous avons fait du monitoring de toute l'activité de l'établissement pendant toute la période de la crise sanitaire. Sur le deuxième confinement, en novembre 2020, nous avons enregistré 46 698 événements cumulés sur le mois de novembre en visioconférence pour la pédagogie, avec une durée moyenne des événements de 83 minutes. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu une décrue. Donc, nous avons eu au troisième confinement un pic également, mais qui était beaucoup plus bas. Et là, maintenant, une décrue. Alors, au niveau de l'accompagnement des équipes pédagogiques, nous travaillons sur deux axes. Le premier, c'est d'accompagner l'enseignant sur les dispositifs d'hybridation.
d'arriver à pouvoir mixer une activité pédagogique en distanciel et une activité pédagogique en présentiel sur des séquences pédagogiques qui nécessitent des expériences cognitives plus accrues. Et puis, il y a un deuxième axe d'accompagnement des équipes pédagogiques qu'on est en train de développer actuellement, c'est d'arriver à hybrider à l'échelle des formations. Parce que l'hybridation, on peut la concevoir sur des parties d'un enseignement, sur un enseignement, sur une unité d'enseignement, sur une année ou sur l'ensemble d'un parcours. Et donc là, il y a un deuxième type d'accompagnement qu'on va développer au niveau de l'université Claude Bernard à partir de cette année. Et dans le cadre des activités du démonstrateur Include, c'est de pouvoir accompagner des équipes pédagogiques, des départements, des composantes dans l'hybridation de formation sur l'ensemble du cursus, par exemple, pouvoir faire une licence de biologie totalement en distanciel. Et ça nécessite de repenser donc, le projet pédagogique enseignement par enseignement, mais également sur l'ensemble de la formation. Merci. Sur la question de du décrochage, il y a une question intéressante. Isabelle, si tu voulais là. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui parlait. Du coup, est-ce qu'on ne peut pas se servir déjà de ce qui est existant, c'est-à-dire les absences au TD, aux cours magistraux, qui ne sont peut-être pas relevés, mais au moins au TD. Mais tout ça, finalement, c'est aussi de la data, mais de la data qui n'est pas produite sur l'ordinateur. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut relever, qu'on peut aussi prendre en compte? Comment est-ce que ça peut s'intégrer? Fabien, peut-être? Ouais. Alors, c'est de la donnée qui est de plus en plus informatisée quand même. Et l'avantage quand même de l'avoir sur un support informatique, c'est de pouvoir ensuite l'analyser un peu plus facilement que sur des morceaux de papier. Oui, effectivement, c'est un premier niveau. Ensuite, ça ne permet pas forcément d'aller très loin en termes d'analyse. C'est-à-dire qu'un étudiant qui n'est pas là sur un TD, effectivement, c'est peut-être qu'il est en train de décrocher, mais c'est peut-être qu'en fait, juste, il était éventuellement malade ce jour-là, ou en fait, ce sujet-là, il le maîtrise déjà et que, du coup, il préférait aller consacrer son temps à autre chose, éventuellement aller suivre un autre cours, en fait, parce que ce sujet-là, il le maîtrise. Donc, c'est effectivement une première brique qui est super intéressante. Ensuite, l'enjeu, et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour enrichir au maximum et avoir un panorama de données qui permettent d'avoir une vue la plus globale possible de l'étudiant pour tirer les bonnes conclusions, quoi. En effet, et comment est-ce qu'on peut aussi intégrer les soft skills aux data et qui permettraient peut-être plus tard une meilleure insertion professionnelle? Tamim, je crois que vous observez en effet les activités extrascolaires pour voir ensuite comment s'insèrent les élèves professionnellement. Alors, on est en train d'élaborer un référentiel de compétences plus global. Donc, Dancia a travaillé sur des référentiels de compétences pédagogiques depuis 1997 de mémoire. Aujourd'hui, on est en train de travailler à élaborer un référentiel de compétences plus global qui prend la pédagogie et non-pédagogie dans les programmes. Alors, l'élaboration, c'est vraiment sur 3 axes. Hein. Je cite un peu d'une façon un peu globale, c'est les compétences, ce qu'on appelle sociétales, hein, qui est compétences liées à la RSE, à l'environnement. On travaille avec des chiffres sur ces sujets-là. On a un projet en cours. Il y a aussi les compétences techniques un petit peu qui est professionnalisant, utiliser certains outils numériques, Microsoft et autres, je regarde à Christine, mais aussi faire certaines analyses financières, par exemple, il demande certaines compétences. Il y a aussi les soft skills, effectivement, et on essaye de voir quelle partie qu'il est adressé dans la pédagogie et hors pédagogie, et ça, c'est en cours pour une mise à jour de ce référentiel. Et l'idée est de donner la flexibilité et la visibilité, en fait, plutôt, aux apprenants, de voir pourquoi ils font cette activité, pourquoi ils ont demandé de faire cette interaction, pourquoi on leur demande de faire ces cours et ces travails. Donc, de mettre en évidence les objectifs un petit peu de programme, à la fois pédagogique et non pédagogique. Et ça, c'est en cours. Qu'est-ce qu'il est existence aujourd'hui? On a un passeport carrière pour tous les étudiants, pour
pour les étudiants de PGE aujourd'hui, de programme Grande École, parce qu'on a commencé cette année à déployer dans ce programme, il sera déployé dans des autres programmes rapidement. Et ça veut dire que on fait un sorte de carnet de quelles sont les activités liées aux carrières, au pôle carrière, que l'étudiant s'engage et faire et pour aussi rendre ça visible à la fois pour les employeurs, à la fois pour eux, à la fois pour nous aussi, pour assurer qu'il y a le parcours qui est souhaité par l'étudiant, qui donne l'accès au marché de travail. Donc voilà les différentes initiatives et qu'est-ce qu'il y a en place qu'on travaille dessus aujourd'hui. Merci Tamim. On arrive à la fin. Oui, quelques chiffres. Quand on sait, beaucoup d'études démontrent aujourd'hui qu'en fait 50% des jobs existants aujourd'hui, dans quelques années, n'existeront plus puisqu'ils seront au maximum automatisés. Ce qui fait que les soft skills vraiment viennent en avance. 30 ou 40% des futurs emplois auront besoin de soft skills. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a vraiment besoin de mettre au focus là-dessus. Et on le voit, Tamim l'a dit, Philippe aussi, dans beaucoup d'établissements, il y a un cursus hard skills, mais aussi un cursus soft skills en parallèle. Alors, c'est un cursus qui est peut-être proposé par certains partenaires, ou alors c'est vraiment comme leadership ou d'autres skills dont on a clairement, ou l'adaptabilité. On parlait tout à l'heure de l'hybrid work, comment un étudiant elle est connecté, pas connecté, d'où est-ce qu'il travaille. Tout ça, c'est vraiment une adaptabilité, un mindset, comment on réfléchit, comment on avance. C'est important dans l'employabilité de demain. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont très précises et importantes à prendre en compte. Et je pense que les établissements en France aujourd'hui ont cette prise de conscience et proposent d'une façon ou d'une autre aux étudiants maintenant d'en profiter. Merci Christine. On arrive à la fin de ce webinaire. Une dernière question pour clôturer. Alors, c'est une question qui est commune à tous nos webinaires. Selon vous, si vous deviez en choisir une, quelle serait une mesure phare du quinquennat à venir pour l'ESR? C'est une sorte peut-être de vœu de votre part. Philippe. Alors, pour le prochain quinquennat, tout à l'heure, j'ai parlé donc des 5 dernières années, la personnalisation des cursus. Là, je parlerai peut-être du décloisonnement des espaces pédagogiques, avec repenser les espaces pédagogiques et redéfinir cette relation qu'il y a entre l'espace et l'apprentissage, parce qu'il me semble que c'est un support et un accélérateur de nouvelles pédagogies et de technologies du numérique. Nous avions réalisé une enquête auprès de nos étudiants en janvier 2021 pour avoir leur ressenti par rapport aux dispositifs présentiels, hybrides, distanciels que nous avions déployés pendant toute l'année 2020. Il y avait un message qui nous était envoyé par les étudiants qui était très clair à travers cette étude, c'est qu'ils souhaitaient revenir sur les campus. Et donc, il y a cette idée de transformer le campus et de faire en sorte que nos campus deviennent des hubs qui permettent d'implémenter cet espace pédagogique global qui est attendu aujourd'hui par ces nouveaux apprenants hyper connectés. Tamim, une mesure phare pour l'ESR? Alors, j'aimerais bien qu'on va encore plus loin sur les compétences, ce n'est pas juste les connaissances. Je pense il y a beaucoup des initiatives ces dernières années en France pour reconnaître les compétences via des dispositifs différents. Et ça sera bien qu'on aille encore plus loin, la reconnaissance et l'évaluation de ces compétences dans ces sujets. Après, bien sûr, ça sera derrière l'utilisation des outils adaptés à ces évaluations. Je pense que ces sujets de compétences, parce qu'on a parlé, je ne me rappelle plus qui exactement, on a parlé de micro-certification et micro-certification de compétences, je pense que ça sera excellent pour tout le monde. Merci Christine. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Clairement, on a besoin de travailler sur ces nouveaux modèles, sur l'apprentissage soft skills, hard skills. On a besoin de s'adapter aussi. Et je pense qu'il faut vraiment être transparent dans tout ce qu'on fait, et ne pas hésiter à poser les bonnes questions et à aider à l'étudiant d'apprendre de la manière comment il le souhaite. L'important, c'est qu'il l'apprenne
Puis le reste, ça va venir. Plus de transparence. Donc, Fabien. Ouais, une mesure peut-être en forme de question de mon côté, mais globalement, comment est-ce qu'on favorise l'expérimentation dans cet écosystème de l'enseignement supérieur et ces ponts entre l'écosystème EdTech, l'écosystème d'enseignement supérieur. Je crois que c'est par l'expérimentation qu'on va beaucoup apprendre, que les deux écosystèmes vont mutuellement beaucoup progresser. Et donc, je pense que c'est un sujet, il y a plein d'avancées positives dans ce sens-là. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer, par exemple, autour de la commande publique. Comment est-ce qu'on fait pour faciliter les commandes publiques? Il y a des dispositifs qui existent qui ne sont pas forcément très lisibles, pas forcément très efficaces à certains égards. Je pense que c'est des sujets de travail qui seraient intéressants et dont l'écosystème tirerait bénéfice. Merci à tous les 4 pour ces échanges riches. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans pour faire un bilan. Et sinon, je vous dis au revoir. Think, ça continue. On enchaîne directement avec un débat massification-sélection tranché en fin. Ça commence à 11h30. On va vous mettre un lien juste en face. Voilà. Ça posera la question de la stratégie en matière d'accueil des bacheliers dans l'enseignement supérieur. Merci Marine, merci Isabelle. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous tous. Très bonne journée, au revoir. Au revoir.